La signature de Washington a été effective. À Doha, c'est en silence, les choses n'évoluent pas. Mais il y a une nouvelle initiative de Félix-Antoine Tshisekedi avec l'Angola. Deux voyages pour essayer d'obtenir la désescalade de ces conflits à l'est de la République démocratique du Congo entre la F-123 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Il faudra d'abord obtenir des garanties de cessez-le-feu après des propositions de Félix-Antoine Tshisekedi, qui a également demandé au président angolais de rencontrer certains acteurs politiques en clandestinité pour voir ces conflits être finis. Est-ce qu'on va y arriver? On essaye d'analyser tous ces éléments. Également, on va revenir sur ces bombardements. Par drone de FARDC à Massissi, des enterrements se sont passés à Goma. La rétrospective sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Jospin avec moi sur Bonjour ce Blaise, plateau. merci beaucoup et bonjour à tout le monde qui nous regarde en ce moment. La signature à Washington a été effective. À Doha, on parlait plutôt des textes qui ont été signés. Jusque-là, on ne sait pas là où on est. Mais Félix-Antoine Tshisekedi veut quand même relancer le processus d'Angola. Il avait d'abord, en début de semaine, c'était lundi, il avait rencontré, toujours en Angola, Joao Lourenço. Les deux chefs d'État ont discuté de l'évolution des démarches en cours, c'est-à-dire celle de Washington et celle de Doha, en vue du rétablissement durable de la paix dans l'est de la RDC. Et pour la deuxième fois, c'était sur invitation du président angolais que Félix Tshisekedi a fait le déplacement de l'Angola. Et les deux chefs d'État ont encore passé en revue l'examen ou l'évolution de deux processus en cours, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une nouvelle initiative qui est en aparté ou à mettre de côté par rapport aux deux initiatives en cours. Donc, Joao Lourenço, en tant que président de l'Union africaine, a quand même une part des responsabilités dans l'évolution des deux processus. Je parle d'évolution, mais jusque-là, on ne sent pas d'évolution. C'est pourquoi les chefs d'État veulent évaluer ou examiner les deux processus pour voir où est-ce qu'on en est. Mais la première initiative, plutôt le premier vœu de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est d'obtenir les cessez-le-feu et surtout pas théorique comme ça s'est faisait, de signature en signature, de cessez-le-feu. Est-ce qu'on va y arriver au regard de la volonté des deux parties? C'est le mot-clé, c'est le maître mot. Mhm. Depuis que les processus ont commencé, sans cesser le feu, il y aura pas des possibles nouvelles discussions ou nouveaux pourparlers parce que si les armes continuent à chanter sur le terrain, il sera difficile pour les politiques d'avancer sur la démarche diplomatique. C'est-à-dire que ce qu'il dit a remarqué que sur le terrain, il n'y a pas d'évolution. Mhm. Il n'y a pas du tout d'évolution parce que après la signature du 4 décembre à Washington, il y a eu une nouvelle avancée de l'F-123 jusqu'à Uvira avant son retrait et aux yeux de tout le monde, de la communauté internationale, de l'Union africaine également, qu'il n'y a pas eu d'évolution sur le terrain. Voilà pourquoi peut-être... Est-ce que l'M23 va prendre part à cette initiative en Angola? bon, Jusque-là, il y a un silence nous savons... du côté M23. Félix Tshisekedi Mhm. a dit Mhm. que la rencontre avec le président angolais n'était pas une initiative à part entière. Mhm. C'est par contre un examen des deux processus qui sont en cours, de deux démarches. Et nous savons très bien que la FC123 est engagée avec le gouvernement congolais dans le processus de Doha. Mhm. C'est pour autant dire que elle sera toujours concernée par ces initiatives si jamais elle montrait cette bonne foi de vouloir prendre part à cette nouvelle initiative ou démarche qui vise toujours le rétablissement de la paix durable dans Mhm. la RDC. Nous savons très bien que le narratif de la 123 n'a pas changé, c'est de pouvoir régler pacifiquement ce conflit, c'est-à-dire que toute porte qui s'ouvre pour régler, pour trouver une désescalade à ce conflit sera empruntée également par la F-123, sauf changement de narratif. Mais jusque-là, il n'y a pas eu beaucoup de fuites de Blaise au sujet Mhm. des sous-entendus ou des non-dits
de cette rencontre, mais officiellement, on nous a parlé d'une évaluation qui reste dans le cadre de 2 processus. Ça reste maintenant à savoir les tractations que João Lourenço va mener, parce que Félix Tshisekedi est passé par lui comme président de l'Union africaine, c'est parce que il compte sur sa médiation, pas comme médiateur désigné de l'Union africaine, parce que ce rôle-là va rester à Faure-Gnassingbé. de Faure-Gnassingbé, mais lui, c'est d'abord comme président de l'Union africaine, mais aussi comme un chef d'État qui a de l'expérience dans le traitement de cette crise, parce que vous allez vous rappeler que depuis le processus de Doha de Luanda, que João Lourenço a joué un rôle très important. Il avait d'ailleurs été félicité par le président Félix Tshisekedi quand il avait été désigné comme quand il avait pris son mandat de président de l'Union africaine. C'est-à-dire que le rôle qu'on attend de João Lourenço, c'est d'approcher le président rwandais, Paul Kagame, parce que le processus de Washington n'a pas donné des résultats attendus par le gouvernement congolais. C'est peut-être l'occasion pour Tshisekedi qui ne veut pas affronter Paul Kagame de lui-même, comme déjà dans le cadre de Washington. Déjà, on sait comment la rencontre s'était passée. Il n'y avait pas de poignée de main, ils ne s'étaient pas parlé. Donc, ils ont compté juste sur Donald Trump, lui aussi, qui avait annoncé aux yeux du monde qu'il venait de mettre fin à un conflit qui a duré 30 ans. Mais sur le terrain, ça n'a pas été le cas. Les conflits demeurent. C'est-à-dire que d'une part, on attend de João Lourenço de mener cette médiation-là entre Kinshasa et Kigali. D'autre part, on attend aussi de João Lourenço de mener une autre médiation entre le président congolais, Tshisekedi, et les délégués de la F-123. Est-ce qu'on peut espérer un dialogue inclusif avec João Lourenço? S'il ressuscite ce coup-là, ça sera salutaire parce que je pense que la F-123 est ouverte à une rencontre avec João Lourenço. Je ne sais pas comment ça peut se passer, des tractations, dans quel pays, si ça sera en Angola. Il ne peut pas y avoir de communication officielle à ce sujet, mais il a la possibilité de parler avec les délégués de la F-123 pour qu'ils se disent tout en face qu'est-ce qui ne marche pas. Je sais très bien qu'ils vont lui partager leurs préoccupations, la raison de leur écart et méfiance, parce que les deux parties, Kinshasa et Goma, se méfient depuis le début du processus de Doha. D'une part, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de bonne foi, d'autres qui pensent qu'il y a des mensonges dans tout. Et puis, quand ils vont se parler, il aura à rapporter à Félix Tshisekedi pour lui dire, voilà, si ça n'a pas encore marché jusque-là, c'est parce qu'il y a tel ou tel autre problème. Et dans le cadre de cette médiation-là, entre Africains, on peut se dire des vérités. Mais aussi, une autre part qu'on attend de João Lourenço, c'est d'approcher aussi certains opposants congolais qui estiment et qui insistent sur la nécessité d'un dialogue national inclusif. Là, je vois Jean-Marc Kabound, Martin Fayoulou. Ils sont presque tous unanimes à ce sujet. Comme ça, le président va faire la part des choses s'il veut continuer sur la voie longue de Doha ou s'il veut entamer ou ouvrir une nouvelle page ou entamer un nouveau chapitre, parce que dans tous les processus sur lesquels les deux parties sont engagées, le mot clé, comme je le disais encore, c'est le cessez-le-feu, parce que c'est grâce au cessez-le-feu qu'on va aboutir à un dialogue sincère, parce que c'est difficile que les deux délégations à chaque fois à Doha se regardent en face avec sincérité, alors que au même moment, il y a des détonations d'armes. Vous vous retrouvez lundi alors que dimanche, il y a eu bombardement. Vous vous retrouvez mardi alors que lundi, il y a eu combat, il y a eu prise d'une nouvelle entité. C'est difficile pour les deux parties, Blaise, de se parler sincèrement, que ce soit à Doha, à Washington ou je ne sais pas, dans une autre ville d'un pays africain. Ça sera difficile s'il n'y a pas encore ce cessez-le-feu-là observé. Je pense que peut-être à partir de cette nouvelle démarche, on va encore vivre une nouvelle ère de pourparlers, et pourquoi pas espérer arriver à un seul fait effectif et un dialogue, parce que c'est grâce au dialogue que les causes du conflit seront traitées. Tant qu'il n'y aura pas de dialogue, même si on signait des accords de principe, accords cadres, tant qu'il n'y a pas encore dialogue, parce que les causes du conflit ne seront pas traitées par des médiateurs, c'est par des parties prenantes au conflit.
Au dialogue, voilà. Mhm. Parmi les parties prenantes au dialogue, il y a d'abord les deux parties prenantes au conflit qui sont le gouvernement congolais et la F-123. Très bien. Pourquoi on ne fait pas, alors qu'on sait que l'initiative, par exemple, de la Cinco rencontrait à l'unanimité toutes les deux parties, sauf du côté des Lions Sacrés, pourquoi on s'écarte encore de l'initiative de la Cinco et de l'ECC pour aller encore en Angola? On ne sait pas. On sait que ce n'est pas pour la première fois qu'on a été en Angola. Bon, je pense que déjà, il y a des vives tensions entre Mhm. le régime de Kinshasa et la Senko. Vous savez très bien que, que les évêques de la Senko sont traités des politiciens en soutane. Il y a des vives tensions. Kinshasa est un peu sceptique La récente aux voix sortie médiatique critiques. Voilà. du responsable de la Ouais, Cinco. c'est très compliqué entre les deux parties. On sent qu'il y a beaucoup de tiraillements depuis un moment. Kinshasa ne reçoit pas Mhm. facilement les critiques. Le régime actuel ne reçoit pas facilement des critiques. Vous sentez que toutes les voix discordantes sont euh, muselées, les opposants, même ceux qui ne représentent pas grand-chose sur la scène nationale, sont muselés Mhm. à plus forte raison l'Église catholique. Nous savons que historiquement, c'est toujours un contrepoids du pouvoir. À chaque fois qu'il y a des déraillement, l'Église, comme au milieu de village, La mission prophétique. voilà, a toujours dénoncé le mal Mhm. et voilà ce qui cause le déraillement. Mais nous pensons que la voie de la raison va toujours l'emporter sur peut-être des tensions politiques parce que pour l'Église catholique, par exemple, l'essentiel n'est pas que le président Tshisekedi accepte que le dialogue soit organisé par elle Mhm. ou par qui que ce soit. Pour l'Église catholique, l'important c'est qu'il y ait d'abord ces dialogues-là, Mhm. qu'il y ait la majorité, l'opposition, la confession religieuse, toutes Qu'on les puisse tendances voir Nanga, confondues. Bissi, moi, Joseph Voilà, l'important Kabila, pour l'Église catholique, c'est Moïse de Katumbi. parler. Mhm. De parler entre Congolais, c'est parler pour trouver des solutions, pour se dire des vérités en face. Mais si le président ne veut pas donner cette primeur aux Congolais, s'il veut passer par des Africains, c'est pas aussi grave. C'est pas aussi grave parce que déjà on est passé par des Qataris, par des Américains sans trouver de solution. Si c'est en Angola qu'on aura une solution, tant mieux. Si c'est en Nairobi, si c'est à Lusaka, ça dépend de quel pays va faire l'unanimité des partis. Mais le plus important, Blaise, pour l'Église catholique, c'est qu'il y ait ces dialogues-là. Mhm. Parce que j'ai qualifié la voix de Doha d'une longue voie, parce qu'on sait déjà combien de temps ça vient de prendre, sans des solutions pragmatiques sur le terrain. Donc on pense que peut-être cette voie-là ça dépend, mais le plus important, ce n'est pas la voie par laquelle on va passer, mais c'est le résultat qui viendra du processus et la participation. Surtout, la participation qui fera un bon résultat. Est-ce que ce sont les vrais acteurs qui seront invités? Est-ce qu'il n'y aura pas encore d'autres frustrés après ces dialogues-là? Est-ce qu'on ne va pas fabriquer une opposition apparente qui n'existait pas? Voilà autant de questions qu'on peut se poser. Si vous étiez en face de Joao Lorenzo, on a été avec lui. Après, les processus ont commencé à Doha et à Washington. Si on était en face de Joao Lorenzo, quel conseil on pouvait donner? Parce que nous, on vit quand même la réalité ici. Bah, moi, je n'ai pas de conseil à donner à Joao Lourenço. C'est un chef de l'État africain Mhm. qui a traité ces dossiers pendant longtemps. Il connaît tout, même les dessous de la carte. Vous rappelez que même le président rwandais a été invité à Luanda. Après, c'était le président congolais. Mhm. Il sait déjà beaucoup et il peut tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé après les différents échecs de Luanda. Très bien. Alors, on va éclairer un aspect, c'est l'aspect du bombardement du 2 janvier à Massissi, des enterrements. Ça crée aujourd'hui beaucoup de débats. Quel éclairage on fait? Voilà, nous, comme journalistes, C'est basant sur les faits, bien sûr. exerçant dans cette région, devons d'abord dire il y a eu autant de bombardements avant même celui du 2 janvier 2026 à Masisi Centre. C'est Avant, il y avait c'est ce d'autres bombardement bombardements qui a été à bien Mongolé, médiatisé. oui, à Mhm. Mongolé encore, toujours une colline qui surplombe la cité de Masisi. Il y a eu à Bourora, c'est juste après Loachi, toujours dans les Massissi. Après, il y a eu beaucoup de bombardements à Kibati. Mais pour le bombardement du 2 janvier, il n'y avait pas de communiqué des forces armées de la RDC. Parce que, Mhm. bon, il y avait des accusations. Mhm. La F-123 avait accusé les forces armées de la RDC d'avoir mené des bombardements sur des zones
peupleux. Ce n'est pas pour la première fois Mhm. qu'il y a ce genre d'accusation. Il y avait aussi des témoignages des populations de Massissi qui elles-mêmes avaient filmé les scènes où on voyait des femmes âgées, des vieillards et des enfants être transportés au dos jusqu'à l'hôpital général de Massissi. Mhm. Et les organisations humanitaires, Médecins sans frontières, je pense qu'ils gèrent l'hôpital de Massissi, avaient sorti des chiffres. Mhm. Un Plus, tweet. Ouais. plus de 40 blessés, et les sources locales avaient rapporté 6 morts qui ont été confirmés également par des autorités administratives, notamment l'administrateur du territoire de Massissi. Maintenant, la polémique résidait autour du nombre de cercueils Mhm. par rapport au nombre de morts du 2 janvier 2026. Mhm. Mais nous, comme journalistes, nous avons rapproché les autorités, nous avons posé l'action de savoir pourquoi 22 cercueils. Et la réponse était simple. Avant le premier, Non, le premier, il y a avant il y a bombardement, mais avant Mhm. le premier, Mhm. il y avait d'autres bombardements qui avaient fait aussi des victimes parmi les civils Mhm. et dont les corps étaient encore gardés Mhm. à la morgue. En attendant, beaucoup de familles là-bas qui n'ont pas de possibilités, d'autres qui sont déplacés, nous le Mhm. savons très bien tous. Maintenant, comme l'F-123 voudrait passer un message, parce que c'est ça l'objectif en fait. Accompagner aussi Voilà, toutes les familles. passer un message à travers ces funérailles-là à la communauté internationale, parce qu'il y a eu beaucoup de bombardements Mhm. dans la zone sans qu'il y ait des retours de la communauté internationale. On sait très bien qu'il y a beaucoup de rapports qui ont accablé, que ce soit M23, FRDC ou Ouazalendo, avec une documentation qui a toujours été dénoncée par l'AFC M23. Et cette occasion-là a servi au mouvement d'enterrer aussi ces autres morts-là. Mhm. Parce que le bombardement de Massissi, A qui a été été plus médiatisé médiatisé parce que les autres. qu'il a été filmé par les populations. Mhm. Il faut rappeler que Massissi centre, c'est le chef-lieu Du du territoire de territoire. Massissi, là où c'est le siège de l'institution de Massissi. Il y a la connexion Internet. Il y a Il des y a accès de la populations route. qui peuvent s'acheter des téléphones Android par Mhm. rapport à Bourora, par rapport peut-être À Louké. à Kibati, Mhm. où on ne peut pas filmer. Mais toute cette population-là mérite aussi hommage, au même titre que les autres 6 qui ont Mhm. été tués à Massissi. Voilà ce qui s'est passé dans la région. Pourquoi on a eu 22 cercueils, mais c'est pas qu'on a fabriqué des morts, parce que au moins nous on a filmé depuis la morgue jusqu'à... Et on a contacté aussi la société civile locale à Massissi, on s'est retracé. Et heureusement qu'on parle toujours de tous ces bombardements. Mhm. Avant Massissi, on avait parlé des Mongolais, on avait parlé des Bourora, des Kibati. On est revenu encore au bombardement de Kibati et aux À affrontements de Katal. Kibati, à Katal également. Mhm. Et parfois, on y dépêche même des reporters après des bombardements quand les zones sont un peu stabilisées pour aller retracer même les séquelles des bombardements et des guerres. Mhm. Voilà un peu, nous, on n'est pas là peut-être pour entrer dans la polémique, mais ce qu'on peut éclairer, c'est qu'il y a eu d'autres bombardements et on a cité les zones. Bon, chacun veut utiliser peut-être ces cérémonies à sa guise, en faire une propagande, je ne sais pas. Mais nous qui restons sur le fait, c'est qu'on sait qu'il y a eu des victimes Bombardement. et on ne les a pas fabriquées. Mhm. Vous avez vu, même les organisations humanitaires ont communiqué. Et les images ont circulé, c'est parce que Massy c'est un grand centre et vous savez comment ça se passe. Quand il y a des offensives dans le grand centre, les images sortent toujours. Mhm. Peu importe l'heure, même si c'est la nuit, vous voyez des images toujours. Quand il y a des cortèges, des Parce colonnes, que c'est un vous grand voyez, centre. parce que ce sont des grands centres où il y a la connexion Internet, mais quand c'est dans des zones un peu périphériques, où il n'y a pas de connexion Internet, des zones isolées, on ne sait pas médiatiser comme il le faut peut-être les dégâts. Très bien. La manipulation des drones demande beaucoup de précision. Oui, il y a eu des bombardements. Oui, il y a eu des victimes, et surtout des civils. Et nous demandons tout simplement, comme journalistes, comme partie naître à ces conflits, de faire attention. Les civils ne font pas partie des acteurs de la guerre. Et d'ailleurs protégés par les droits humanitaires internationaux. Donc faisons attention. Nous avons vu des compatriotes enterrés après des bombardements, paix à leurs âmes. Ils ont été décorés comme martyrs de la liberté, enterrés à la porte du territoire de Massissi. On fera peut-être une vidéo dans cette zone pour aller vous montrer, retracer comment ça se passe. On l'espère en tout cas pour vous donner continuer à vous donner la bonne information. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est une bonne année, une année de paix surtout. Mais arrivez chez vous, prenez soin de vous.
et de membres de votre famille. La République démocratique du Congo est éternelle, je le rappelle. Portez-vous bien.